Salut à tous. Le 20 octobre dernier, la petite centaine de députés présents à l'Assemblée ont voté la suppression de l'ISF par 77 voix pour et 19 contre. Le reste étant manifestement à la plage, ils ont dû aller rejoindre les chômeurs aux Bahamas. Mais bon, on peut pas vraiment leur en vouloir. La majorité de l'Assemblée étant composée de députés En Marche qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon, le vote n'était qu'une formalité. Par contre, comme il faut expliquer pourquoi on fait les choses, pour duper les dindons de l'opinion publique, ou simplement pour répondre à l'opposition et lui faire un peu fermer sa gueule, Macron et le ministre de l'économie Bruno Le Maire ont quand même dû donner quelques petits arguments pour défendre la mesure. Avoir une politique fiscale stable, juste, efficace, qui finance l'innovation, qui allège le coût du capital pour que nos entreprises puissent investir, innover, créer des emplois. C'est ça le cap et nous le tiendrons. Et dans cette vidéo, on va décortiquer un par un chacun de ces arguments pseudo-économiques. Vous allez voir qu'ils sont tous parfaitement bidons et que dès qu'on rapproche les paroles de Macron de ses actes, en matière fiscale, mais c'est vrai aussi pour le reste, c'est du grand n'importe quoi. Alors il y a quand même une explication à cette suppression de l'ISF. Il faut plutôt aller la chercher du côté politique. C'est ce qu'on verra en conclusion. Là, ça me semble important de commencer par un petit rappel sur ce qu'est l'ISF. L'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été mis en place par Mitterrand en 82, puis supprimé par la droite, puis remis en place quand la gauche est revenue au pouvoir, puis modifié au fil des années parce que la droite avait pas les couilles de le supprimer à nouveau pour des raisons électorales. Alors déjà, rien que là, c'est le bordel. Aujourd'hui, techniquement, il s'agit d'un impôt sur les patrimoines dépassant 1 350 000 € net, donc endettement déduit. Une fois le seuil atteint, le barème progressif suivant s'applique. Ceci dit, on peut avoir plusieurs millions d'euros de patrimoine réel en net sans payer l'ISF, parce que le calcul du seuil prend en compte un grand nombre d'exonérations. Les œuvres d'art ne sont pas du tout comptées, tout comme 30% de la valeur de votre habitation principale, 70% de la valeur des forêts, ou encore 100% des locaux professionnels. Ça marche aussi avec les actions de votre entreprise, mais à condition que vous en possédiez plus de 25% des parts et qu'elles génèrent plus de 50% de vos revenus. Ça pose des petits problèmes dans les entreprises familiales, mais ça on en parlera vers la fin. Il y a beaucoup d'autres niches du même genre, qui servent à inciter les contributeurs à l'ISF à dépenser leur argent d'une manière qu'on pense plus utile à l'économie que d'avoir 14 baraques secondaires et 10 jets privés dans un hangar, par exemple. Quoi ? Pourquoi les œuvres d'art sont entièrement exonérées ? Faut demander à Fabius. Si malgré toutes ces exonérations, vous déclarez un patrimoine ISF compris dans la première tranche, vous bénéficiez alors d'une décote, une sorte de rabais. Et puis il vous reste encore deux moyens pour réduire votre ISF. Vous pouvez faire des dons à des organismes d'intérêt général qui sont déductibles à 75% du montant de votre ISF dans la limite de 50 000 €. Et vous pouvez financer des PME via ce qu'on appelle l'ISF PME qui permet de déduire de son ISF 50% du montant des sommes investies dans des PME dans la limite de 45 000 € cette fois-ci. Par contre, si vous faites à la fois du don et du financement de PME, les plafonds ne se cumulent pas. Il y a un plafond global qui est de 45 000 €. Et puis enfin, il y a le bouclier fiscal, qui empêche qu'un contribuable paye plus de 75% de ses revenus en impôts lorsqu'on cumule son impôt sur le revenu, les taxes d'habitation, les taxes foncières et l'ISF. Ce qui explique que des gens avec un patrimoine titanesque payent un impôt ridicule en proportion, car ils se sont débrouillés pour afficher un revenu imposable rikiki en ayant recours à l'optimisation ou à l'évasion fiscale. Une autre astuce de coyote, parmi des milliers d'autres, consiste à financer son train de vie avec du crédit, ce qui augmente votre endettement et fait baisser votre patrimoine net, et donc votre ISF. Sinon, vous pouvez faire comme Macron et sous-estimer votre patrimoine pour être en dessous du seuil. Mais c'est pas très subtil, je vous le conseille pas. Bon, vous l'avez compris, l'ISF c'est avant tout un bon gros merdier qui fait le bonheur des gestionnaires de fortune, vendant des conseils plus ou moins légaux pour optimiser la fiscalité de leurs clients, voire même frauder. Et comme l'ISF est un impôt complexe, son calcul, ses exonérations, ses déductions, ses plafonds sont régulièrement critiqués et discutés, mais ça tombe surtout à la foire d'empoigne idéologique. Parce que pour la gauche, c'est un totem des années Mitterrand qui se justifie au nom de la solidarité et de la lutte contre les inégalités, et pour la droite, c'est juste un impôt confiscatoire et populiste fait pour flatter ceux qui sont jaloux de la réussite des autres et qui aujourd'hui ne fait que décourager l'investissement et l'entrepreneuriat en France. C'est cette dernière vision des choses qui a été mise en avant par le gouvernement pour justifier sa suppression. Et comme je le disais au début, ça se décline en plusieurs arguments qui tiennent pas la route. Le premier, c'est la fameuse fuite des riches.
L'ISF ferait fuir les talents, les entrepreneurs, les investisseurs qui, une fois basés à Bruxelles, Londres ou Lisbonne, investissent ou créent de nouvelles entreprises partout dans le monde, plutôt que principalement en France, comme ils l'auraient fait, fussent-ils restés. Sauf que dans la réalité, les contributeurs fuyards sont très peu nombreux. Alors, sur l'ISF, il y a des chiffres du ministère des Finances qui sont assez intéressants. Déjà, le nombre de gens qui payent l'ISF augmente chaque année. Il y en a 350 000 aujourd'hui, donc le nombre de gens contribuables qui ont payé l'ISF augmente chaque année. Donc, il n'y a pas une fuite comme s'il n'y avait plus personne qui payait l'ISF. Les départs, ils sont estimés, grosso modo, à 800 personnes par an. 800 personnes qui quittent la France et qui payent l'ISF sur 350 000 qui le payent. Et il y en a 300 qui reviennent par an. Donc, en net, vous avez 500 personnes, grosso modo, qui quittent la France pour aller ailleurs et qui payent l'ISF. Donc ça fait grosso modo 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée en termes de rentrée fiscale. Elle est équivalente sur 10 ans, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va réformer l'ISF et perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument ? Donc il faut arrêter. L'argument de la fuite, elle n'existe pas. C'est 0,2% de personnes qui partent à cause de l'ISF, c'est tout. Non seulement le chiffre des départs est faible, mais en plus, Thomas Porchet exagère à la fin de son explication. Car de la même manière qu'on ne peut pas considérer que les 300 contributeurs à l'ISF qui reviennent en France chaque année le fassent pour l'attractivité fiscale du pays, on ne peut pas considérer que les 800 qui s'en vont le fassent uniquement pour échapper à cette fiscalité, et en particulier à l'ISF. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se déplacer d'un pays à un autre. Ça peut être un retraité qui va finir ses jours au soleil, ça peut être quelqu'un qui aime bien un autre pays, ou qui s'est marié à un étranger et va donc vivre ailleurs, ça peut être pour des raisons professionnelles, etc. etc. Donc l'argument selon lequel l'ISF fait fuir les riches est faux, seuls 0,2% des contributeurs quittent le pays, et il est impossible de savoir si c'est pour des raisons fiscales ou autres, il n'y a pas d'études. Ce à quoi on explique dans la foulée qu'il faut aussi prendre en compte des gens qui ont quitté le pays parce qu'ils allaient commencer à payer l'ISF. Non, je crois que d'abord, on n'a pas comptabilisé tous les départs, tous les chiffres que vous citez. Ils sont obligés de se déclarer. Non, mais tous les chiffres que vous citez, il y a aussi tous ceux qui n'étaient pas encore à l'ISF et qui sont partis juste avant d'être à l'ISF, et on en connaît. Ah, c'est dommage. Comme c'est pas comptabilisé, on n'a aucun chiffre sur la fuite des nouveaux contributeurs potentiels. Mais ils existent, on en connaît. On va quand même appliquer un raisonnement logique. Si ceux qui payent l'ISF restent en France dans l'immense majorité des cas, on peut légitimement penser que ceux qui s'apprêtent à le payer doivent pas être très nombreux à partir pour des raisons fiscales. Et c'est confirmé par le fait que le nombre de contributeurs à l'ISF augmente chaque année. Et puis, mettez-vous à la place du Gus qui lance sa boîte, qui réussit, qui s'enrichit au point d'atteindre le seuil de l'ISF. Est-ce que vous croyez vraiment qu'à ce moment-là, il va tout plaquer, vendre sa boîte, quitter ses amis, sa famille, son pays, pour partir avec femme, enfant et argent sous le bras dans un autre pays, qui a une autre culture, d'autres lois, qui parle peut-être une autre langue, juste pour ne pas payer 2, 3, 4, 5 000 euros d'ISF qu'on doit quand on est dans la première tranche? C'est débile. À moins vraiment d'habiter à 2 pas d'une zone fiscale plus avantageuse, personne fait ça. En fait, pour nous faire passer la pilule de la suppression de l'ISF, tout d'un coup, sur les plateaux de télé, la fiscalité, et en particulier l'ISF, est devenue l'alpha et l'oméga de la motivation à l'expatriation des possédants. Mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. D'abord, tout n'est pas une question fiscale, et puis il y a des freins à l'expatriation. J'en ai cité quelques-uns. Contrairement à ce que pense Attali, un pays, c'est pas un hôtel. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon ? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs et ceux qui ont envie de travailler. Et c'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Et donc, tous les grands pays aujourd'hui, sauf le Japon et la Corée qui sont des cas particuliers, intéressants, qui vraiment refusent les étrangers. Tous les autres envoient des gens partout à travers le monde pour faire venir les talents. Donc non, il n'y a pas de fuite massive des riches en France, et l'ISF n'est pas la cause unique de la centaine de départs annuels de ses contributeurs ou de ses potentiels contributeurs dont on n'a pas les chiffres. Faudrait faire des études sérieuses pour le savoir. Alors on avance dans le débat, et là on apprend qu'en fait, l'ISF découragerait l'entrepreneuriat en France à la base, dès la création d'entreprises. Devinez quoi? Les 800 contributeurs à l'ISF qui quittent la France chaque année ont en moyenne 57 ans.
Donc il y a quand même un paquet de retraités dans le lot, hein. On peut pas vraiment dire qu'il y ait une horde de jeunes pousses s'apprêtant à lancer leur start-up, quittant le pays parce qu'ils ont choisi un emplacement pour leur boîte en fonction de la fiscalité du patrimoine qu'ils auraient à payer dans le cas où ils deviendraient encore plus riches, comme c'est sous-entendu dans le débat public, avec la fameuse fuite des talents. Mais il me semble que quand on crée une boîte, on a des problèmes beaucoup plus immédiats que l'ISF. C'est vraiment commencer par la fin que de s'en préoccuper. Surtout que les locaux professionnels sont pas comptés dans l'ISF. Donc quand on paye cet impôt, créer sa boîte, c'est un moyen de le réduire. Alors c'est vraiment un argument débile, surtout vis-à-vis de quelqu'un qui ne paye pas l'ISF. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un prolo qui a une super idée? Ça va le rendre riche, il en est sûr. Mais non, il reste le cul sur sa chaise à rien foutre, au prétexte que s'il lance sa boîte et qu'il réussit, il risque peut-être un jour de payer l'ISF. Comme si on ne faisait rien de sa vie au prétexte qu'on meurt à la fin, et puis de toute façon ça reste intéressant. On est toujours plus riche quand on paye l'ISF que quand on ne le paye pas. Moi j'aimerais bien le payer. Alors, cet argument de la création d'entreprise, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est avoir une curieuse idée de la mentalité des entrepreneurs, et c'est avoir du mépris pour tous ceux qui lancent leur boîte sans avoir pour ambition de devenir millionnaire, qui ne se disent pas « je lance une multinationale, je lance le nouveau Facebook » ou je sais pas quoi. Et ça, c'est quand même la majorité de la création d'entreprises en France. C'est des artisans, des commerçants, des prestataires de services qui vont peut-être se développer, embaucher et bien vivre de leur activité, mais qui n'ont pas forcément vocation à devenir des grandes entreprises. Et quoi? Au prétexte qu'ils n'ont pas atteint le seuil de l'ISF, ils ont échoué? Avec Sarko, une Rolex à 50 ans, ça suffisait pour réussir sa vie. Avec Macron, si t'as pas atteint le seuil de l'ISF, t'es de la merde. T'es de la merde. Dire que l'ISF est un frein à la création d'entreprises parce qu'il vient sanctionner la réussite, c'est un argument bidon étayé par rien du tout. Pour preuve, ceux qui ont atteint le seuil de l'ISF continuent de développer leur activité et d'investir leur argent. La fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par 7 en 20 ans, et celle des 10 plus riches par 12. Et on vient nous dire que l'ISF est démotivant? Ah, c'est vrai qu'ils ont des petites astuces pour ne pas le payer, mais du coup ça casse le mythe de l'impôt confiscatoire, non? Au fait, le patrimoine du salarié moyen n'a pas fait x7 en 20 ans, il me semble. Non. Mais lui, quand il réclame une hausse de salaire, en manifestant le plus souvent, parce que ces gens-là n'ont pas table ouverte dans les médias comme ce bon vieux Pierre Gattaz, eh ben on les traite de feignasses et de preneurs d'otages. Par contre, là, on est en train de supprimer l'ISF au prétexte que les riches n'arrivent plus à se lever le matin pour aller bosser. LOL. Quand on regarde les études sur les freins à l'entrepreneuriat, vous avez toujours le même tiercé de tête des facteurs défavorables. Difficulté d'accès au financement, complexité administrative, et ce qu'on peut résumer par la peur de l'échec. Conjoncture économique défavorable, manque d'infos, manque de réseau, crainte de perdre des revenus, etc. Ces facteurs-là sont beaucoup plus responsables de l'expatriation des entrepreneurs que l'ISF, parce que quand on en est à payer l'ISF, la peur de l'échec et les difficultés de financement sont déjà bien atténuées. Et justement, seulement 11% des personnes interrogées considèrent que supprimer l'ISF est une mesure prioritaire pour développer l'entrepreneuriat. 26% y sont favorables, contre 61% qui n'y sont pas. En revanche, ils sont très favorables et réclament prioritairement une stabilité fiscale pour au moins 5 ans. Donc en gros, tu fais tes réformes fiscales au début du mandat et t'y touches plus. Ils veulent un service public qui aide les entrepreneurs financièrement, mais aussi au niveau administratif et judiciaire. Ils veulent des droits de succession plus faibles pour la transmission des entreprises. Ils veulent qu'on propose des formations à l'entrepreneuriat dans les écoles, mais aussi pour les salariés et pour les demandeurs d'emploi. Et ils veulent qu'on baisse la fiscalité des investissements pour les PME. Bon, par contre les gars, réserver des marchés publics aux PME, vous pouvez oublier. C'est interdit par les traités européens. Et on peut même dire que les règles d'attribution des marchés publics ont été faites pour que les PME ne les obtiennent pas. Enfin bref. Ces conclusions ont été reprises dans un rapport fait au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la levée des freins à l'entrepreneuriat individuel en décembre 2015, date à laquelle Macron était justement le ministre. Il a donc eu ce rapport dans les mains, comme le montre cette photo. Mais dans le fameux projet de Macron pour reconnaître les talents, libérer les énergies du pays, penser printemps et puis toutes ces conneries, il n'y a rien pour stimuler la création d'entreprises. D'ailleurs, en voulant retrouver son programme, je me suis rendu compte qu'il n'est plus du tout mis en avant sur le site d'En Marche. Ils l'ont planqué. Faut faire une recherche Google pour remettre la main dessus. Le seul endroit du site où sont mis en avant des mesures concrètes, c'est dans l'onglet « Réformer le pays ». 6 réformes pour une transformation globale. Et parmi elles, il n'y a que 2 mesures qui s'approchent très vaguement des attentes des entrepreneurs exprimées dans cette étude. Alors, sauf que le temps que je fasse cette vidéo, je me rends compte qu'il n'y en a plus qu'une.
parce que là on nous vend 6 réformes, mais moi j'en compte 5. Allez savoir pourquoi ils en ont effacé une. Alors celle qui a disparu, c'est la suppression du RSI. Les indépendants vont être transmis sur le régime général, ça va se faire en 2 ans à partir de 2018, et ça devrait permettre de mieux gérer les choses. Et la seconde mesure, qui n'est pas encore effacée, c'est la création d'une protection pour tous contre le chômage, qui permettrait à tous les indépendants d'avoir la possibilité d'obtenir le chômage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais il faut savoir qu'un grand nombre de patrons éligibles à cette assurance en ce moment n'en bénéficient pas, car ils y cotisent tout simplement pas, préférant dépenser leur argent dans la réussite de leur boîte. En plus, dans les premières années d'une entreprise, un patron se verse souvent un salaire de merde, à cause du poids des investissements de départ et du faible volume d'activité. Or, son indemnisation sera calculée en fonction du salaire brut perçu dans les 12 derniers mois avant la perte de l'emploi. Donc les indépendants seront peu nombreux à cotiser, ça on le sait d'avance, et ils auront droit en général à un chômage plutôt faible, proportionné à leur salaire. C'est pas vraiment ça qui va diminuer fortement la peur de l'échec et la crainte de perdre des revenus quand on crée son entreprise. D'autant plus qu'en échange de ce fantastique cadeau, il y a une contrepartie. Les allocations seront suspendues si les efforts de recherche sont insuffisants. Bon, en gros, Macron va renforcer le zèle de Pôle emploi et virer des gens pour des motifs à la con, afin de faire baisser les chiffres du chômage de catégorie A. Donc tout ça c'est de la com. J'ai été un petit peu long là-dessus, mais je voulais que vous vous rendiez compte à quel point les mesures de Macron en faveur de l'entrepreneuriat sont dérisoires. En réalité, Macron se torche complètement le cul avec les désirs des entrepreneurs. Il va mettre en place 2 mesurettes à la con, et il ne reprend aucune des propositions dont on peut débattre, mais qui ressortent clairement des études comme une attente forte de leur part. Par contre, il s'est empressé de supprimer l'ISF au nom des entrepreneurs, alors que c'est la mesure qu'il juge la moins prioritaire et contre laquelle ils sont le plus défavorables. Pour quelqu'un qui prétend ne rien céder aux cyniques, je me demande un petit peu comment Macron fait pour se supporter. Nos pensées émues vont aux 33% des personnes interrogées de cette étude qui ont accordé leur confiance à Macron pour défendre l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. La majorité ont quand même vu l'entourloupe, mais bon, il y a encore du boulot. Alors continuons dans notre argumentaire. À ce stade, on va entendre un truc du genre. Certes, la suppression de l'ISF ne va pas directement inciter les entrepreneurs à se lancer, mais ça peut les aider en dégageant des capacités de financement. Les riches qui ne payeront plus l'ISF vont investir leur argent dans les entreprises en France et notamment dans les PME. Et nous n'arriverons pas si on ne favorise pas l'investissement dans l'économie française. Et à quoi je me suis engagé ? Je me suis engagé à ce que celles et ceux qui réussissent et qui réinvestissent dans l'économie française ne soient pas assujettis à l'ISF. Vous avez monté votre entreprise, vous réussissez, vous décidez de la vendre et vous voulez réinvestir dans d'autres entreprises ou dans des actions. Vous n'êtes plus à l'ISF. Vous décidez d'investir dans l'innovation en France, vous n'êtes plus à l'ISF. Mais si vous décidez de multiplier les villas, de vous acheter des voitures de luxe, de jouir de votre fortune sans tirer notre économie, on vous demande un peu de solidarité. 50 millions seulement par rapport à 3 milliards. Non, Monsieur le Président, mais ces chiffres, pardonnez-moi de vous le dire, c'est faire l'hypothèse que d'abord les gens qu'on taxe ne bougent pas, ce qui est faux. Et c'est de faire l'hypothèse que les gens qu'on ne taxe plus vont accumuler. C'est pas vrai, parce que si les gens ne réinvestissent pas dans l'économie française, ils seront taxés. C'est ce que je vous dis. Puisque la condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. C'est de pouvoir justement financer l'innovation, l'activité économique. Macron ment quand il dit ça. Il ment. Il n'y a rien dans la réforme qui oblige les gens pour ne plus être à l'ISF à réinvestir leur argent ni dans des entreprises, ni en particulier dans des PME, et encore moins dans des PME françaises. En vérité, les 4 milliards qui resteront dans la poche des plus riches sans aucune contrepartie ont de fortes chances d'être utilisés pour de la consommation et de la spéculation. Lingots d'or, bijoux, yachts, voitures, avions, portefeuilles financiers français ou étrangers, etc. Bref, tout ce qu'on appelle les biens mobiliers ne sont plus assujettis à aucune taxe sur le patrimoine. La seule chose qui restera taxée par l'ISF, c'est les biens immobiliers. Et c'est pour ça qu'il change de nom et s'appelle l'ISFI. Ça veut dire en plus qu'on n'a aucune garantie de savoir si les grandes fortunes continueront d'investir 500 millions d'euros par an dans les PME, car elles n'y seront plus incitées par le dispositif ISF-PME qui disparaît. Donc, il n'y a pas d'incitation à investir dans des PME françaises pour éviter l'ISF, comme le prétend Macron. Et en plus, le peu d'incitation qu'il y avait est supprimé. Alors comme ça faisait mauvais genre, une nouvelle taxe sur les biens ostentatoires a été discutée par les membres de la majorité En Marche au moment du vote sur la suppression de l'ISF,
Mais comme c'est compliqué d'en assurer le contrôle, et que les membres du gouvernement n'étaient pas d'accord entre eux là-dessus, ça n'a débouché sur rien du tout. Et donc, quand les parlementaires disent, ceux qui ont des yachts, ceux qui ont des lingots d'or, etc., il faut qu'ils payent une taxe de solidarité, ils s'inscrivent totalement dans l'esprit. C'est pas une usine à gaz qu'on monte? C'est pas une usine à gaz, c'est de dire, on libère de la fiscalité qui existait jusqu'alors toutes celles et ceux qui investissent dans l'économie française. Sur les signes extérieurs de richesse. Je suis opposé à toute création de nouvelles taxes qui viendraient compléter cet impôt sur la fortune immobilière. Parce que ça n'était pas dans le projet d'Emmanuel Macron et parce que ça n'est pas cohérent. Bref, comme je le disais, rien n'empêche que cet argent soit utilisé pour de la consommation, ce qui augmentera les inégalités sans booster la croissance. Parce que la croissance se fout de savoir si cet argent est dépensé par des riches, des pauvres, l'État, les entreprises, ça n'a pas d'importance. 1 euro de consommation, c'est 1 euro de consommation. Ce qui change à la limite, c'est l'emploi. Donc je pense que l'industrie du luxe devrait connaître un petit sursaut d'activité. Quant à la spéculation et à la rente, contrairement à ce que Macron affirme, il va l'encourager. D'abord en supprimant l'ISF, mais surtout en créant une flat tax, un impôt fixe de 30% sur tous les revenus du patrimoine qui vient remplacer le duo CSG plus impôt sur le revenu en place actuellement. Et mine de rien, c'est un énorme cadeau fait aux plus grandes fortunes mobilières du pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour bien comprendre le changement, on va simplifier l'exemple et on va pas prendre en compte tout le merdier des exonérations sur les impôts que chacun connaît, et de toute façon ça ne change rien à la conclusion. On va prendre deux personnages, Prolovic et Frikovic, qui ne vivent que de la rente de leur patrimoine financier. Prolovic possède 1 million d'euros et a gagné 25 000 euros cette année, et Frikovic 10 fois plus. Ces revenus du patrimoine sont bruts, donc on paye d'abord 15% de CSG au titre des prélèvements sociaux, et le reste est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce qui nous donne pour Prolovic 3 750 euros de CSG plus 1 615,46 euros d'impôt sur le revenu, et pour Frikovic 37 500 euros de CSG plus, alors là faut se taper toutes les tranches, 75 974,69 euros d'impôt sur le revenu. Mais ça c'était avant. Parce qu'avec la flat tax, ce modèle est remplacé par un impôt unique, fixe, de 30%. Dans notre exemple, Prolovic, qui payait en tout 5 365,46 euros d'impôt avec un taux global de 21,46%, payera 30% sur l'intégralité de son revenu, ce qui donne 7 500 euros, soit une hausse d'impôt de 40%. Tandis que Frikovic, qui payait en tout 113 474,69 euros d'impôt, taux global de 45,38%, payera lui aussi 30% sur l'intégralité de son revenu, ce qui donne 75 000 euros, soit une baisse d'impôt de 34%. Et en bonus, Frikovic n'a plus à payer les 98 190 euros que l'ISF lui aurait réclamé sur son patrimoine financier de 10 millions d'euros. Si on intègre l'ISF à notre exemple, on se rend compte qu'avant la réforme, Prolovic n'y était pas soumis, donc il se fout complètement de la suppression de l'ISF, mais Frikovic aurait payé en tout 211 664,69 euros d'impôts, soit 84,66% de ses revenus. Il aurait donc bénéficié du bouclier fiscal, plafonnant son impôt à 75% de ses revenus, soit 187 500 euros. La suppression de l'ISF, plus le passage à la flat tax, ça représente pour Frikovic une baisse de 60% de ses impôts sur son patrimoine et sur ses revenus financiers. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et ouais, qu'une fois de plus avec Macron, ceux qui ont le moins payent plus, et ceux qui ont le plus payent moins. Et en plus de favoriser les gros rentiers au détriment des plus petits, ça favorise la rente du capital en général sur les revenus du travail, en créant un déséquilibre dans l'imposition de ces deux revenus. Dans le journal Le Monde, Gabriel Zucman, prof d'éco à Berkeley, qualifie la flat tax de bombe à retardement pour les finances publiques. Jusqu'à présent, la fiscalité française tentait, tant bien que mal, de maintenir une certaine neutralité entre l'imposition des dividendes et celle des salaires. Une telle neutralité est essentielle au bon fonctionnement de l'impôt, car si les revenus du capital sont moins taxés, alors tous ceux qui sont à la fois salariés et actionnaires de leur entreprise, patrons, entrepreneurs, cadres dirigeants et indépendants, ont intérêt à percevoir le fruit de leur labeur sous la forme de dividendes plutôt que de revenus salariaux, siphonnant ainsi les recettes de la sécurité sociale et de l'État. Prenons un exemple concret, celui de Marcel, patron d'une grosse PME dont il possède 100% du capital et qui fait face au taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu.
Il a le choix entre se verser un salaire, soumis aux cotisations, prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu, ou se payer sous forme de dividendes, soumis à l'impôt sur les sociétés et à la flat tax de Macron. Or, on l'a vu, passer par la flat tax est plus intéressant que le barème de l'IR dès qu'on dépasse un certain revenu annuel. 85 459,28 €, si je me suis pas trop gouré dans le calcul. Et comme les choses sont bien faites, l'impôt sur les sociétés diminue lui aussi, passant progressivement de 33 à 25% à l'issue du quinquennat. Donc les dividendes seront de plus en plus intéressants par rapport au salaire comme forme de revenu. Ainsi, il estime que la mesure va coûter beaucoup plus que les 1,5 milliard budgétisés par Macron, sans doute de l'ordre de 10 fois plus. C'est pour ces raisons qu'on a toutes les raisons de penser que cet énorme cadeau de 5,5 milliards fait aux plus grandes fortunes du pays n'ira pas dans l'investissement des PME en France, ni pour soutenir l'innovation en France et la création d'emplois en France, comme le promet Macron, mais plutôt pour une grosse partie dans la consommation et dans le placement sur les marchés financiers, ici ou ailleurs dans le monde, là où l'argent rapportera le plus, pour engranger des revenus financiers à la fiscalité avantageuse. N'imaginez pas un instant que Macron croit son charabia sur l'investissement des PME, parce qu'il y a un moment dans l'interview où il se contredit en disant qu'en fait, il va compter sur la bonne volonté des grandes fortunes pour investir et jouer le jeu. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. Bon, de toute manière, l'investissement en France c'est 462 milliards d'euros par an, dont 258 rien que pour les sociétés non financières. Alors quand bien même les grandes fortunes investiraient ces 5,5 milliards dans l'économie française, vous croyez vraiment que ça va booster radicalement l'emploi et l'innovation en France ? J'en doute. Comme d'habitude, pour faire passer la politique du gouvernement, on te fait croire qu'une mesure est révolutionnaire alors qu'elle est extrêmement bancale quant à ses objectifs et marginale par rapport aux problèmes qu'elle prétend résoudre. Alors on en arrive enfin au dernier argument en faveur de la suppression de l'ISF, parmi ceux qui circulent le plus dans les milieux autorisés à penser, l'ISF conduirait les chefs d'entreprise familiales à prendre de mauvaises décisions de gestion pour le réduire. Écoutez, l'ISF, on en a beaucoup parlé. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ma société Radial est une société familiale. Il y a 20 ans, j'avais une vingtaine de concurrents patrimoniaux, familiaux, de Radial en France. Ils se sont tous vendus et certains se sont expatriés. Par contre, mes 30 concurrents... À cause de l'ISF ? Oui, principalement à cause d'une fiscalité, à cause de l'ISF. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que mes concurrents allemands, patrimoniaux, familiaux, créés après la guerre, marchent très bien, sont en croissance, se développent en Allemagne et font la force du Mittelstand. Donc d'un côté, on a détruit tout un tissu patrimonial, familial, de gens qui cultivent des valeurs humaines très profondes et qui, par des questions d'idéologie sur la fiscalité, eh bien, ont été obligés de vendre, se sont vendus. L'instrument de travail n'est pas dans l'assiette de l'ISF, Pierre Gattaz. Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes des familles et quand vous êtes des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et que c'est très compliqué l'ISF. Alors les lois Dutreil ont permis d'améliorer tout ça, mais il faut savoir, si vous voulez, que c'est un poison qui a empoisonné l'économie française depuis 30 ans. Moi, je suis ravi que quelqu'un puisse dire on en a marre, ça suffit. On est les seuls pays au monde, l'un des seuls pays au monde à avoir gardé l'ISF. Bonjour monsieur le maire. Écoutez, je viens vous voir à propos de la taxe d'habitation. Parce que là, il y a un moment où, quand ça va plus, quoi. Il faut dire ça suffit. Mais le problème, c'est qu'on doit faire des montages financiers tellement compliqués pour pas la payer, qu'on en vient à mal gérer notre argent. Et ça, monsieur, ça détruit un patrimoine familial qui cultive des valeurs très humaines. Sachez-le. Alors il faut absolument supprimer cet impôt qui est un poison qui nous empoisonne, voilà. Quoi, les écoles, les machins... Non, écoutez, monsieur le maire, la plupart des communes alentours ont aboli la taxe d'habitation. Et elles s'en sortent mieux que nous, hein. Alors il y a un moment où il faut arrêter d'être jaloux, il faut arrêter de taper sur ceux qui arrivent à acheter un logement dans ce village. Tant qu'on n'aura pas compris que le développement, ça passe par une fiscalité qui attire les investisseurs pour que les gens viennent, s'installent chez nous, construisent des logements, eh ben on continuera à avoir des jeunes qui vont s'installer ailleurs et qui vont créer des emplois ailleurs. Et ça c'est pas ce qu'on veut, hein. Qu'est-ce que vous foutez depuis tout à l'heure avec ce fusil là ? Vous m'écoutez ? Ce formidable argument qui marche avec tout et n'importe quoi, comme vous pouvez le voir, est repris par un article de Challenge qui nous explique que l'ISF contribue puissamment à faire disparaître le tissu entrepreneurial français. Tiens, c'est marrant ça. Moi j'avais l'idée, fausse apparemment, que ce qui a détruit le tissu entrepreneurial français, c'était les délocalisations, rendues possibles par le traité de Maastricht et les accords de Marrakech, qui ont justement permis à des entreprises de déplacer leurs moyens de production où elles le voulaient dans le monde, puis de réimporter tous les produits en France sans limite de quotas ni de taxes.
C'est ce qu'on a appelé la mondialisation. Pour bien comprendre, voyons ce qui s'est passé dans la vallée de l'Arve. C'est un peu un cas d'école. En gros, à la sortie de la guerre, le riche de la vallée, c'était le paysan du coin qui avait plus de 10 chèvres dans son étable. Mais avec le développement de l'automobile, le besoin en petites pièces manufacturées a augmenté. Alors ces paysans, qui faisaient déjà un peu de décolletage pour l'horlogerie suisse, ont installé une petite machine dans leur étable et fabriquaient quelques pièces. Ça leur faisait un complément de revenus. Comme la demande a continué d'augmenter, et qu'en raison de mesures protectionnistes, les fabricants d'automobiles cherchaient à se fournir en France en priorité, voire même par obligation, puisqu'il y avait des taxes et des quotas à l'importation, ces paysans ont acheté une deuxième machine, puis une troisième, une quatrième. Comme ils commençaient à se faire un peu d'argent, leurs voisins les ont imités. Ils ont monté des ateliers, puis des usines, et la vallée de l'Arve est devenue la plus forte concentration au monde d'usines de décolletage, avec un savoir-faire reconnu à l'international. Alors en résumé, là c'est l'écurie, là c'est la maison familiale, et là c'est là qu'on a démarré. Et là il y avait donc 2 vaches, il y avait des cochons, il y avait un cheval, qui avait d'ailleurs qu'un œil, qui était borgne. C'était une époque où tout le monde faisait du décolletage, il n'y avait même plus de coiffeurs, plus de bouchers, tout le monde vendait pour faire du décolletage. Moi je me rappelle, j'avais encore des vieux, j'allais chez le coiffeur, il m'avait dit « Viens pas m'emmerder, j'ai mes machines d'arrêter, il faut d'abord que j'arrête ce métier un jour. » C'était un peu marrant. Et puis, il y a eu la mondialisation inévitable, qui n'est rien d'autre qu'un choix politique, combinant libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes, et abaissement des droits de douane, ce qui a placé l'économie française face à une concurrence internationale déloyale. Dès lors, produire en France devient une faute professionnelle, puisqu'il faut être le moins cher possible. Par le jeu de la concurrence, et par les pressions des gros clients de l'automobile qui ont exigé de leurs fournisseurs qu'ils les suivent dans les pays de l'Est, au Maghreb ou en Chine, les usines de la vallée de l'Arve ont été obligées de délocaliser tout ou partie de leur production. En 70, il n'y avait pas la concurrence mondiale. Quand on travaillait pour Renault et tous nos Peugeot et compagnie, ils n'avaient que les décolleteurs du coin. Aujourd'hui, ils ont les décolleteurs du monde entier et puis tous les équipementiers du monde. Donc là, c'était assez facile. Ajoutez à cela que ces patrons ont vu arriver des fonds de pension, notamment américains, qui leur ont proposé de grosses sommes d'argent pour acheter leur boutique. Certains ont refusé au début, mais les difficultés s'accumulant, ils se sont tous vendus, et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule grosse entreprise de décolletage familial dans la vallée de l'Arve. Tout le reste, c'est des groupes internationaux et des fonds de pension qui sont là pour pomper du fric et qui se foutent complètement de l'emploi et de l'innovation en France. Là, on est donc chez Henrico, c'était repris par Bank of America, un fonds de pension américain. Il y a César Roarchex à côté aussi, qui a été repris par la même banque. Et là, il y a Bouvra, ça a été repris par Elite. Super décolletage, une petite entreprise là, qui a été vendue à des Italiens. Alors là, donc, on arrive sur Marna, il y a Eurodec, donc le groupe qui a été repris. Il y a après Timken, qui a été racheté à Mardax. Là, il y a Bonta Centre chez nous, une des dernières entreprises, la majorité familiale. J'ai quand même voulu garder 54%, mais l'avenir, je ne peux pas le dire. Donne un coup d'œil, voir si ça bosse, ouais, c'est bon. Ça donc, c'est l'usine Bouvra qui est venue au Tocam et qui va fermer avec ses 80 licenciements dans quelques jours. Donc, au Tocam, c'est donc les fonds de pension américains qui ont racheté Franck Épinard. Alors comme ça, c'est vous qui avez abandonné Franck Épinard et qui l'avez vendu aux Américains, c'est ça? Oui, j'ai déjà l'impression que j'ai abandonné lâchement. Mais oui, en 98, on a vendu l'entreprise au groupe Autocam. Monsieur Kilvasseur nous disait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une entreprise familiale, ne craignez rien, il faut faire des concessions, mais bon, c'est penser à nos enfants, penser à beaucoup de choses. On a eu une réunion annuelle nous disant écoutez, il n'y a pas de problème, l'entreprise va bien, on ne vend pas. Et 6 mois plus tard, oh bah tiens, Monsieur Kilvasseur vend l'entreprise à des actionnaires américains. On est passé d'une maison de famille à un orphelinat. Pour bien résumer les choses, voilà, c'est exactement ça. De la maison de famille avec Monsieur Kilvasseur à l'orphelinat aujourd'hui avec le groupe Autocam. En gros, on a perdu quand même une grande partie de notre autonomie de décision qu'on avait avant dans les entreprises familiales. Vous aviez le patron qui était à côté de vous puis qui décidait avec ses collaborateurs, quoi. Et là, tout ça maintenant, on l'a quand même perdu.
On a perdu, les décisions se prennent plutôt à 6000 km du côté de Chicago plutôt qu'ici, quoi. En rachetant deux des plus belles entreprises de la vallée, Franck Epignard et Bouvard Industries, le groupe Autocam, détenu par des financiers américains, est un cas d'école dans la gestion financière d'une entreprise industrielle. Franck Epignard, Autocam, bonjour. Acheté en 1998, 4 ans plus tard, le groupe Autocam est revendu 2 fois plus cher à d'autres financiers américains. 200 millions de dollars de plus-value qui vont dans la poche des anciens actionnaires. Pour payer le rachat, les nouveaux acquéreurs ne sortent pas l'argent de leur poche, mais font un prêt remboursé par l'entreprise elle-même. De fait, l'entreprise se rachète à elle-même, et par conséquent, s'appauvrit d'autant. L'investissement machine diminue. 2 ans plus tard, le premier plan social est annoncé chez Bouvard. Un fonds d'investissement rentre dans le capital d'une entreprise industrielle telle que ces entreprises de décolletage. L'actionnaire va siphonner les profits, non pas pour le réinvestissement, mais simplement pour la rentabilité financière, le remboursement de la dette éventuellement lorsqu'on a acheté l'entreprise par emprunt, etc., etc. Et c'est autant de moins pour l'investissement industriel. À telle enseigne qu'on en arrive à des situations où ce capitalisme financier qui est réputé moderne, décoiffant, efficace, aboutit à des situations de sous-investissement, c'est-à-dire d'empêchement du rythme de l'innovation, du progrès technique et du développement industriel. C'est pas facile, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Monsieur Kilvasseur, il n'avait pas de dette à rembourser à des fonds de pension. Donc tous les ans, il réinvestissait à hauteur de 12 à 15% de son chiffre d'affaires dans des machines neuves. C'est ce qui a fait la force de l'entreprise. Voilà. Et nous maintenant, on est plutôt dans des ratios autour de 5% quoi, de rachat de machines. Et donc, ce qui fait que pour les nouvelles pièces, c'est vraiment très très dur à développer. Voici la carte de l'industrie en France en 1968. Dans les zones sombres, vous avez entre 40 et 50% de la population active qui travaille dans le secteur secondaire. Et dans les zones vertes, c'est moins de 25%. Vous voyez qu'elles sont pas très nombreuses et pas très vastes. Pour info, la vallée de l'Arve, c'est le point marron, juste ici. Alors maintenant, on va faire un bond de 40 ans dans le futur. Attention, ça peut faire un choc. Voici la carte de l'industrie en France en 2008. Et on veut nous faire croire que la désindustrialisation en France, c'est majoritairement la faute de l'ISF qui fait fuir les entrepreneurs et qui pousse les patrons à prendre de mauvaises décisions de gestion pour l'optimiser. Oui, d'accord. L'économie fonctionne souvent par mode. Je rappelle que dans les années 80, c'était la mode de la société post-industrielle. Ce mythe consistait à dire l'avenir n'est plus dans l'industrie, il est uniquement dans les services. Le deuxième mythe dans les années 90, c'était le mythe de la nouvelle économie. Souvenez-vous, on en sort à peine. Ce qu'on appelait la bulle Internet. Alors, la nouvelle économie, c'était en fait une économie qui pouvait s'affranchir des règles fondamentales de fonctionnement. Il suffisait de spéculer pour s'enrichir. On avait oublié que pour s'enrichir, il fallait quand même accessoirement produire et produire collectivement. Bien là, nous risquons de rentrer dans une troisième mode qui risque de nous coûter cher, qui est cette mode que j'appelais le mythe du tout délocalisable au moindre coût. La mondialisation, qui est une décision politique, je le répète, est 1 milliard de fois plus responsable de la destruction du tissu entrepreneurial français que ne l'est l'ISF. Et pourtant, ironiquement, c'est elle qui sert de justification à la suppression de l'ISF au nom de la sacro-sainte compétitivité. Et c'est le même genre de raisonnement débile qui justifie la destruction du code du travail et des services publics. Mais à la télé, on ne te dira pas que c'est la concurrence déloyale en matière fiscale, environnementale, salariale, auquel on est exposé à cause de traités commerciaux de l'Union européenne et de l'OMC, qui nous conduisent obligatoirement à un nivellement par le bas des taxes, des salaires et des réglementations. Non, à la télé, on te dira plutôt qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux, qu'il faut attirer les investisseurs, qu'il faut reconquérir des parts de marché à l'international, qu'il faut en finir avec un modèle qui a fait son temps, mais qui n'est plus adapté aux défis du XXIe siècle, et qu'à l'heure de la mondialisation, cela passe par une seule chose, devenir plus compétitif. Alors on aligne les taxes sur ceux des paradis fiscaux pour les concurrencer, on aligne les salaires et les conditions de travail sur ceux des pays de l'Est pour les concurrencer, et on aligne les réglementations sur les pays qui en ont le moins pour les concurrencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas une économie fermée. Les Allemands, les Belges, les Italiens,
Les Britanniques, ils n'ont pas l'ISF. On taxe en France, à un taux marginal qui est important, les revenus. Moi, je suis le président de tous les Français. Mais on ne peut pas dire d'un côté, c'est affreux, il y a des entreprises qui sont achetées par des groupes internationaux, il n'y a plus de capital en France, regardez, nos groupes sont pris par l'international. Et de l'autre, dire, je déteste les gens qui ont du capital quand bien même ils l'investissent en France. Ça n'est pas cohérent. Moi, je suis pour que nos concitoyens qui ont de l'épargne, qu'ils l'aient accumulée pendant leur vie, qui, par leur réussite, leur permettent de devenir en effet plus fortunés. Je veux qu'ils participent de notre croissance, du développement, parce que c'est comme ça que nous serons pleinement souverains, qu'on pourra avoir des champions français et européens avec du capital français. Ceux qui vous disent d'un côté, je suis pour un ISF massif, je ne veux pas que les gens soient riches dans mon pays, et qui de l'autre vous disent, je suis pour la souveraineté industrielle, il leur manque quelque chose dans le raisonnement. Ah oui, il doit nous manquer un petit quelque chose dans le raisonnement, hein. Parce qu'au cours de cette vidéo, on a vu qu'il est quand même facile de se rendre compte que la suppression de l'ISF n'aboutira pas à l'émergence de géants européens et français avec du capital français pour assurer notre souveraineté industrielle. Puis depuis quand Macron a quelque chose à foutre de ça? On parle quand même du type qui a autorisé le rachat d'Alstom par General Electric, pour une bouchée de pain d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la maintenance de nos centrales nucléaires dépend d'une entreprise américaine. Niveau souveraineté industrielle, je crois qu'on a vu mieux, hein. Ce gars-là s'est pas battu une seule seconde pour garder ça en France, et là, aujourd'hui, il nous vend la suppression de l'ISF au nom de notre souveraineté industrielle. T'as quand même envie de lui coller ton poing dans la gueule, hein. Il faut bien intégrer un truc quand vous écoutez Macron. C'est un menteur et un serpent. Et ça, on le savait avant son élection, avec la fameuse affaire de la vente du journal Le Monde. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. C'est comme ça qu'il se comporte avec tout le monde. Il dit une chose à la personne en face de lui, à l'opinion publique, et puis il en fait une autre qui sert vraiment ses intérêts et ceux de ses amis. Alors on comprend bien l'intérêt qu'il y a à supprimer l'ISF pour les gens qui ont financé sa campagne, mais à la limite, il aurait pu les arranger sur autre chose. S'il a choisi de faire ça, c'est parce qu'il y a un intérêt symbolique, un intérêt politique. Ça permet de couper l'herbe sous le pied à la droite, qui n'avait pas eu le courage, entre guillemets, de supprimer cet impôt auparavant pour des raisons électorales. Cette fois, c'est fait. L'ISF n'est plus remplacé à 17h51 hier par l'impôt sur la fortune immobilière qui exonère l'argent placé, censé, espoir chevillé au corps d'Emmanuel Macron, relancer l'investissement dans nos entreprises et donc l'emploi. Ça n'a jamais été démontré nulle part, mais peu importe. Il faut bien tenter quelque chose de nouveau, explique un macroniste heureux. Les opposants auront tout essayé, même s'ils savaient l'issue inéluctable. Ils ont sommé Bruno Le Maire de donner les chiffres. Combien les plus riches vont-ils gagner grâce à ce cadeau? Le ministre a d'abord fait mine de refuser au nom du sacro-saint secret fiscal, puis il a fini par révéler que les 100 Français les plus aisés paieront 150 millions d'impôts en moins grâce à cette réforme. Un ancien ministre de Nicolas Sarkozy médite ce moment. Nous l'avions toujours promis, nous ne l'avons jamais fait. On peut expliquer tout ce qu'on veut, c'est tout ce que notre électorat retient. Et Emmanuel Macron le sait, l'un de ses proches conclut. Avec ce genre de symbole, on asphyxie l'opposition de droite. Et la gauche alors, ose-t-on objecter? Réponse, la gauche, on l'a déjà détruite en mai dernier. Alors vous allez me dire, il fait de la politique. Non, ça c'est de la merde. Mais c'est vrai que ce comportement est devenu la norme chez les politiciens du pays. Quand on voit Marine Le Pen, sitôt la campagne présidentielle passée, jeter au chien la sortie de l'Union Européenne, et donc la souveraineté nationale, tout en expliquant qu'elle représente les patriotes du pays, est-ce qu'elle vaut mieux que Macron? Quand on voit Philippot, soi-disant partisan du Frexit, mais qui n'est rien d'autre que le fake chinois d'Asselineau, est-ce qu'il vaut mieux que Macron? Quand on voit Mélenchon qui part en croisade contre l'Union Européenne, là attention, plan A, plan B, vous allez voir ce que vous allez voir, il veut supprimer le drapeau européen qui est dans l'hémicycle de l'Assemblée? Attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Je comprends pas. Ce truc est pas constitutionnel. Ah non, pardon, j'ai mal compris. En fait, il voudrait un drapeau à 29 étoiles qui nous ressemble plus. Est-ce qu'il vaut mieux que Macron? Il faut un drapeau qui nous rassemble. Il comporte 12 étoiles, ce qui n'était pas le cas du moment où il n'y avait pas 12 États au moment où il a été proclamé, et il y en a 29 aujourd'hui. Si on nous proposait de mettre 29 étoiles, j'admettrais qu'il y ait un drapeau qui représente l'Union européenne. Ce n'est pas le cas. Voilà, sauf qu'il n'y a pas 29 États dans l'Union européenne. Il y en a 28, et qu'une fois que le Royaume-Uni sera sorti, il n'y en aura plus que 27. C'est con, faudra encore changer de drapeau. Ça la fout quand même mal pour un type qui a été député européen pendant près de 8 ans. Bon allez papy, une petite compote de pruneaux là, puis au lit, hein. Il y a un moment où celui-là faudra le mettre en gériatrie.
Donc effectivement, Macron n'est pas le seul représentant des connards en politique. Mais moi, j'appelle pas ça des politiciens. J'appelle ça des gibiers de potence. Entre le boulot, les amis et la famille, on n'a pas toujours le temps de se renseigner sur la politique. Pourtant, à chaque élection, comme vous, j'ai à cœur de voter pour le pire des candidats. Heureusement, grâce à la société Jacques Attali et son label Gibier de Potence, j'ai l'assurance de voter pour un bon gros trade qui pourrira l'économie de mon pays au profit d'une petite classe d'ultra riches dont je ne fais pas partie. Retrouvez tous les candidats labellisés Gibier de Potence en tête des sondages à chaque élection dans vos médias préférés. Pour conclure, personne ne peut défendre la politique de Macron en utilisant les arguments qu'il utilise pourtant lui-même pour nous la vendre. Parce que ça veut rien dire. C'est comme Mélenchon avec son histoire de drapeau. C'est l'essence même de la gonzolitique. C'est quand les mecs font n'importe quoi, que c'est complètement incohérent, que les arguments sont à géométrie variable, qu'il y a de l'hypocrisie dans tous les coins. Bref, je vais vous faire un petit résumé, vous allez vite comprendre. Donc Macron supprime l'ISF sur les biens ostentatoires et la rente financière, en espérant que cette fiscalité libérée ira dans l'investissement en France. Mais curieusement, il met rien dans la réforme pour s'en assurer, et il laisse les biens immobiliers dans l'ISF. Pourtant, s'il y a bien un secteur où stimuler l'offre ne serait pas superflu, c'est bien l'immobilier. En plus, c'est une relance efficace de l'économie, parce que ça donne du boulot aux gens sur place, et ça intègre moins de produits importés que dans d'autres activités. Mais peut-être que l'investissement des ménages, c'est moins sexy que l'investissement dans les startups, allez savoir. L'incohérence s'arrête pas là. Pour répondre à la demande de logement insatisfaite, Macron aurait pu prendre un immense panel de solutions pour dynamiser ce secteur. Il aurait pu proposer des crédits avantageux pour l'accès à la propriété dans le neuf. Il aurait pu faciliter les recours pour les propriétaires, en cas de mauvais payeurs. Il aurait pu taxer les logements vides, en particulier dans les zones à forte demande. Il aurait pu baisser la fiscalité sur les revenus de l'immobilier, dans un certain cadre. Bref, au lieu de prendre des mesures qui auraient augmenté l'offre de logement et donc mécaniquement fait baisser les prix, il est allé gratter 5 € d'APL sur les plus pauvres au prétexte que ces aides ont fait monter les prix. Puis il a demandé naïvement aux propriétaires de jouer le jeu en baissant leur loyer de 5 €, comme si l'économie marchait comme ça. 400 millions d'euros d'APL en moins sur le tout venant, c'est pas ça qui va favoriser la construction de logements, c'est même plutôt le contraire. Et figurez-vous que c'est exactement la somme qui va être rendue aux 1000 plus gros contributeurs de l'ISF suite à la réforme. Ça fait un peu mauvais genre. Donc oui, Macron est bien le président des riches, et même le président des ultra-riches. Et on le voit à travers les fameux efforts budgétaires, qui sont à géométrie variable. Avec l'ISF et la flat tax, Macron fait un énorme cadeau aux possédants qui ont des revenus du capital. Mais en même temps, il va aller gratter 5 € d'APL à tout le monde. Il baisse de 40% les subventions aux associations de défense de consommateurs, il baisse les dotations de fonctionnement aux collectivités locales, il diminue fortement le nombre de contrats aidés, il casse le code du travail et les services publics au nom de la compétitivité, parce qu'évidemment remettre en cause la mondialisation, ça le dépasse complètement. Et quand il va dans la petite île de Guyane, pour ne pas croiser les manifestants qui réclament que les Guyanais aient le même niveau de vie qu'en métropole, eh ben il va se planquer. Il modifie son agenda au dernier moment et il remplace la visite d'un commissariat par un tour dans les quartiers chauds de Cayenne. Et si j'en crois ce témoignage, vous pouvez le voir sur ses photos, très fier de poser avec des prostituées dominicaines en situation irrégulière. Wow. Donc, quand on abaisse massivement les impôts des 1% les plus riches du pays et que le tout venant se plaint, là c'est malsain. C'est un jaloux, c'est un frustré de la réussite des autres. Par contre, quand à l'inverse, on demande des efforts au tout venant, en baissant ses aides, en augmentant ses impôts, et qu'il se plaint, bah c'est scandaleux. Mais vous comprenez pas, c'est la crise, il faut faire des efforts, je ne suis pas le Père Noël, et puis regardez ce qui se passe ailleurs, il y a de la misère partout, ça va quoi, ça va. Ouh, ça va messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Alors, à la fin de cette longue vidéo, on se retrouve avec deux choix possibles. Soit Macron est un débile mental ou un taré qu'il faut placer immédiatement à l'asile, soit au contraire, c'est un pervers qui se fout bien de notre gueule et qui se mijote au KLM une petite fiscalité avantageuse pour la suite de sa carrière. Dans les deux cas, j'ai qu'une question, quand est-ce qu'on le vire ? C'est d'être un président, bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait aux billes, et de finir sa course le soir en famille, réussir sa vie.